Merci donc pour cette rencontre, ce déjeuner annuel du syndicat français de l'industrie cimentière et qui va être l'occasion de faire un tour d'horizon à travers des regards d'experts de la construction et du logement sur un certain nombre de problématiques, comme celle qui est d'ailleurs annoncée ici même, les grandes évolutions à venir. On va s'intéresser aux évolutions sociétales, aux évolutions techniques et également méthodologiques à travers deux petites tables rondes que je vous présenterai tout à l'heure. Mais sans plus attendre, je vais demander à Laurent Girometti, qui est le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et qui représente la ministre Sylvia Pinel, de bien vouloir ouvrir cette séance sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vais commencer par excuser Madame Sylvia Pinel qui effectivement n'a pas pu se rendre disponible ce matin, mais qui aurait souhaité être présente parmi vous pour ouvrir vos travaux et votre rencontre. Alors, le premier point, puisqu'il est d'actualité, bon, vous l'avez sans doute tous vu, les chiffres de la construction de l'année dernière sont tombés ce matin. Ils sont très mauvais, hein, effectivement. On est à des chiffres particulièrement bas, les plus bas depuis 17 ans. Le premier point qu'il faut mentionner, c'est que le gouvernement a évidemment pris la mesure de cette crise, a beaucoup concerté, beaucoup entendu les filières sur ce sujet, et pris le maximum de mesures qu'il était en situation de prendre, avec des effets qui ne seront pas immédiats, mais qu'on espère voir frémir le plus rapidement possible et avec un redressement dès 2015. Ces mesures, elles ont porté sur le domaine de l'urbanisme, accélération des permis de construire, mesures favorables à la densification qui ont été prises dans diverses ordonnances, facilitation également prévue dans la loi Mandon, hein, qui a été publiée fin décembre. Encouragement aussi, et ça c'est important, à ce que les nouvelles équipes municipales et les maires débloquent des projets qui ont pu l'être à l'issue des élections. Nous travaillons actuellement sur un dispositif d'aide aux maires bâtisseurs qui a également été annoncé. Bref, nous essayons du côté urbanisme et collectivité de débloquer la machine autant que possible. Autre levier qui a été actionné, le levier financier et fiscal, là aussi dans une situation budgétaire difficile, mais avec des coups de pouce qui ont pu être donnés sur la fiscalité, sur l'assouplissement du dispositif Pinel, là aussi dans l'objectif de motiver les investisseurs à revenir sur la pierre. Notez aussi dans ce segment-là tous les efforts qui ont été faits sur le logement intermédiaire et qui continuent de l'être. Hein. Là aussi, efforts fiscaux et puis encouragement au développement des filières de production de logements intermédiaires qui, dans les zones tendues, sont un segment manquant et fortement attendu. Et puis ça a été aussi, et il est encore en cours, tout le mouvement de simplification des règles. Hein. Donc il y a eu une vaste concertation début 2014, qui était baptisée Objectif 500 000, qui a permis d'écouter beaucoup d'acteurs, de repérer un certain nombre de mesures, une cinquantaine pour le premier paquet, qui ont pu être annoncées et dont la mise en œuvre est soit réalisée, soit en cours. On est à peu près à 60% de taux de réalisation sur ces 50 mesures. Alors ça paraît toujours faible, jamais suffisant, jamais assez rapide. Bien avoir conscience que derrière chacune de ces mesures, il y a un véritable parcours, un parcours de concertation, parfois un parcours de remise en cause pour parvenir à sortir les sujets. C'est un combat quotidien que la ministre évidemment soutient et mène avec son administration. Donc là-dessus, on va y arriver. Ça fait pas très longtemps que je suis à la DHUP, 6 mois seulement, mais de mémoire d'anciens dans les services, on m'a dit que c'était la première fois qu'on enlevait des règles
Donc, et qu'on parvenait à en arrêter certaines. Donc j'espère qu'on va pouvoir poursuivre, mais tout en respectant bien sûr des objectifs de qualité qu'on ne peut pas abandonner. Ensuite, faire baisser les coûts, permettre de diminuer les délais, améliorer la qualité, et ça c'est un point je pense qui pour vous est important, ça nécessite de l'innovation. C'est un sujet qui est fortement porté, hein, le sujet de l'innovation dans tous les domaines et donc bien sûr dans vos filières. Sur ce point-là, plusieurs actions importantes ont été mises en place et ces innovations, elles vont porter à la fois sur des domaines de la conception, mais aussi sur les domaines de la mise en œuvre. Alors, plusieurs programmes ont été annoncés et sont financés, dont un qui, à la DHUP, nous tient particulièrement à cœur, et Bertrand Delcambre est là parmi nous aujourd'hui, c'est celui du numérique. Quand on parle des logements de demain, on ne peut pas ne pas aborder ce sujet. Le numérique dans la conception, bien évidemment, qui va permettre des progrès dans la réalisation, et notamment autour de la préfabrication. La France a été en avance il y a longtemps, elle est maintenant plutôt en retard et a besoin de rattraper ce retard, avec une action très forte sur la filière. C'est-à-dire que ce n'est pas tant une question d'outils techniques. Hein. Après tout, on sait fabriquer, en se basant sur le numérique, des objets particulièrement complexes, hein, des avions, des voitures. On a sur le bâtiment des vraies questions de filière, hein, à la fois sur la conception et sur la mise en œuvre. Et donc beaucoup de progrès à faire là-dessus. Numérique au niveau de la conception, puis ensuite, plus tard aussi, numérique au niveau de la gestion. Vous avez peut-être vu que dans la loi transition énergétique, par amendement parlementaire, a été ajouté quelque chose sur un carnet numérique d'entretien et de suivi, qui peut à la fois être perçu comme une complication supplémentaire, mais qui peut aussi être perçu comme un bond dans l'avenir, où demain, ces informations numériques sur l'habitat et le logement permettrait de suivre le logement depuis sa conception jusqu'à sa vie et sa mise en œuvre et au cours des transactions. Et on se faciliterait grandement la vie et on abaisserait beaucoup de coûts liés à ces transactions et à la vie du logement en investissant dans ce domaine. Il y a un grand pas et un grand saut à faire sur la professionnalisation de l'ensemble des secteurs de la construction et de la gestion des logements sur ce domaine. Évidemment, autre enjeu sur le logement de demain, les enjeux environnementaux. Alors, on a connu sur les 40 dernières années des resserrements successifs de réglementation thermique. On peut considérer que les prochaines réglementations, dans quelques années, ne pourront plus s'appeler RT seulement, puisque le T sera remplacé par autre chose. Hein, le seul thermique sera... sa suite sera prise par des considérations plus environnementale. On est aujourd'hui sur des règles de construction qui amènent à des niveaux de consommation énergétique théorique particulièrement bas. Donc les nouvelles frontières, ça sera la prise en compte des gaz à effet de serre, ce qui implique des enjeux assez complexes sur le contenu en carbone des différentes énergies. Le cycle de vie, et ça c'est évidemment primordial pour des professionnels comme vous, hein, puisque cette question de l'énergie consommée dans la construction, puis dans la démolition, et sa prise en compte va devenir un facteur extrêmement important. On est aujourd'hui à des consommations très basses pendant la période d'exploitation des logements, ce qui rend la période de construction primordiale quand on regarde les choses au global. La question des déchets, de leur recyclage également, un point sur lequel la filière cimentière et béton a de longue date des réflexions. La question de la gestion de l'eau et des différents fluides. Donc on va aller vers des choses sans doute plus globalisantes, avec une optique bien sûr de les rendre acceptables, adaptables, en se donnant des délais et en faisant en sorte aussi que les acteurs puissent se les approprier pour ne pas mettre en place des réglementations qui au contraire seraient bloquantes ou amèneraient à des surcoûts tels que décourageraient les propriétaires ou les investisseurs. Un dernier point, c'est un message que Sylvia Pinel vous aurait bien évidemment passé, c'est qu'il ne faut pas opposer les filières les unes aux autres. Hein. J'aurais tendance à dire pourquoi ne pas les faire collaborer. Il y a vraisemblablement un parti à tirer de la conjugaison d'efforts de filières qui parfois s'opposent, alors qu'on pourrait sans doute marier leurs différents atouts. Voilà pour les quelques messages que j'avais à vous passer. Au nom de la ministre, bien sûr, et en mon nom propre. Je vous souhaite d'excellents travaux. Merci Laurent Girometti. Vous restez, je crois, parmi nous quelques instants, ce qui vous permettra de constater que
Un certain nombre d'enjeux que vous avez évoqués seront débattus au cours des tables rondes. Mais je demande sans plus tarder à Jean-Yves Le Dreffe de bien vouloir à son tour ouvrir cette matinée de travail. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation, ce qui me donne l'occasion de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2015, qu'elle vous apporte à vous et à vos familles bonheur et succès, et puis à notre filière, qu'elle soit sous le signe de la relance. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter pour toutes les personnes présentes ici. Monsieur le directeur de la DHUP, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce moment d'échange consacré au logement de demain, et aux enjeux très importants qui y sont liés, d'abord pour l'avenir de notre société, mais aussi pour notre économie et notre pays. Notre économie peine à se redresser. Le secteur de la construction, pilier de cette économie, connaît une crise historique. Vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure. Le marché du ciment, indicateur assez fiable du secteur de la construction, est marqué par un retrait de près de 6% l'an dernier, une perte d'1 million de tonnes, et par rapport à 2007, une diminution de notre marché de près de 30%. Le Premier ministre Manuel Valls, lors de la présentation du plan de relance pour le logement, a rappelé que la relance de la construction est une priorité sociale et un impératif économique pour notre pays, car construire 40 000 logements de plus, c'est créer 100 000 emplois d'ici 2017. L'industrie cimentière a toujours eu à cœur d'accompagner les politiques ambitieuses, aussi bien sur le plan social qu'environnemental, et souhaite aujourd'hui rappeler qu'elle est prête, avec l'ensemble de la filière et des acteurs de la construction, à les réaliser. Mais si notre filière a les atouts pour y répondre, que ce soit en termes de produits, en termes de personnel qualifié, de potentiel de recherche, développement et innovation, il devient malheureusement de plus en plus difficile de produire économiquement du ciment en France. Comme vous le savez, notre industrie est soumise à une forte concurrence internationale, avec aujourd'hui environ 15% des ciments consommés en France qui proviennent de l'extérieur, très souvent hors Union européenne et en dehors de toute fiscalité carbone. Notre filière traverse une véritable crise de compétitivité sans précédent. Cette crise provient notamment du poids toujours grandissant représenté par la facture électrique, facture qui représente entre 15 et 25% de nos coûts totaux. Le gouvernement a récemment introduit dans le projet de loi Transition énergétique un dispositif concernant l'aménagement du coût de transport, qui lui vaut à peu près 20% de notre coût total, pour certains consommateurs. Ce dispositif permettra de combler en partie le retard que nous avons accumulé avec d'autres pays voisins. Je citerai pour mémoire que l'Allemagne et l'Espagne subventionnent à hauteur de 60% certains secteurs industriels comme le ciment, voire 90% pour d'autres secteurs. Alors, nous saluons cette avancée dans le projet de loi de transition énergétique. Nous espérons simplement que nous en bénéficierons. Cette mesure est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Elle doit être complétée par un dispositif d'allègement des coûts de l'électron lui-même, 70% de notre facture électrique. Nous souhaitons et nous resterons associés à toute réflexion sur ces sujets, car notre filière, notre industrie et le syndicat tout en particulier a d'autres pistes à proposer pour contribuer à cet allègement. Le projet de loi sur la transition énergétique représente un axe important de croissance et de modernisation de notre économie, et nous nous y associons très volontiers. Parmi les thèmes retenus, notons la fixation d'objectifs et des indicateurs en termes d'émissions de CO2, la promotion de l'économie circulaire, la création de réseaux de déchetterie professionnels dans le BTP avec une ambition de valorisation de 70% des déchets du BTP à horizon 2020, autant de domaines dans lesquels notre industrie et notre secteur et notre filière tout entière est déjà particulièrement active. À titre illustratif, nos matériaux permettent dès aujourd'hui d'apporter des solutions adaptées à la construction de bâtiments à énergie positive. Nous sommes depuis 40 ans un des acteurs de l'économie circulaire locale, notamment en participant à la création de filières de valorisation de déchets, et nous continuons à progresser dans ce domaine. Une grande partie des produits de déconstruction du BTP est d'ores et déjà valorisée en sous-couche routière, économisant ainsi des ressources naturelles nombreuses. Le projet national Réci-Béton, lancé en 2012, va plus loin et travaille non seulement sur un recyclage complet des produits de déconstruction, mais aussi une plus grande valorisation. Favoriser la modernisation et l'innovation dans la filière du bâtiment,
simplifier les règles en matière d'urbanisme et de construction, accompagner les acteurs. 3 volets qui marquent une nouvelle étape du plan de relance. Les premières mesures prises, comme la révision des modalités d'octroi du prêt à taux zéro, la simplification des normes de construction et leur mise en œuvre rapide, vont très certainement contribuer à retrouver une vitalité à laquelle nous souhaitons participer et contribuer. Et tous les professionnels de notre filière, de par leur ancrage territorial de proximité, sauront comment en accélérer le rythme immédiatement. Nous sommes aussi très attentifs aux mesures de simplification pour la construction qui ont été présentées et qui ont pour certaines soit déjà été mises en application, comme vous le rappeliez tout à l'heure, soit pour d'autres en négociation. Elles doivent agir pour la qualité et la lisibilité sans transiger sur la performance. C'est un signal positif qui devra concourir à une relance plus active et à une baisse des coûts du logement. Nous sommes l'un des matériaux de construction qui est en perpétuelle évolution sans s'affranchir de l'équilibre coût-qualité. Notre objectif, une obligation de résultat en matière de qualité, de sécurité et de santé pour toute nouvelle solution constructive. Notre vision s'inscrit pleinement dans le principe européen qui privilégie l'obligation du résultat plutôt que de moyens et dans un respect total d'une neutralité technologique des pouvoirs publics. Car ce n'est qu'ainsi que les innovations se libèrent, que les projets de recherche se développent et que les différents acteurs participent aussi ensemble à construire durablement notre demain. Nous regrettons que cette neutralité entre les différents matériaux ne soit pas systématique, comme nous avons encore pu le constater récemment à la lecture des 50 mesures de simplification pour la construction de logements présentées en juin dernier pour la relance de la construction. Notre industrie et notre filière ont toujours su apporter des réponses pérennes aux exigences sociales et sociétales de notre temps, aussi bien en termes d'évolution de process et de performance industrielle, mais aussi en termes de logement, d'infrastructures ou d'équipements. Au travers de la Fondation École française du béton, elle est aussi très engagée dans la formation des ingénieurs et des architectes qui bâtiront nos villes de demain. C'est notamment le cas avec des partenariats avec l'École supérieure des travaux publics, l'École nationale supérieure de céramique industrielle, les écoles supérieures d'architecture, les Compagnons du devoir et de nombreuses autres institutions académiques. En 2017, nous fêterons le bicentenaire de la découverte des lois de l'hydraulicité. Le développement des produits et systèmes constructifs en béton a permis d'optimiser les quantités de matériaux utilisés et d'augmenter la durée de vie effective des bâtiments, tout en favorisant leur adaptabilité à l'évolution démographique de la société. Drainants, isolants, auto-nettoyants, dépolluants, ultra-performants, transparents même, toujours innovants. À l'écoute du marché et de ses acteurs, le béton est un matériau surprenant, créatif, au service de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, mais également au service de chacun d'entre nous. Notre recherche et développement fait le bonheur des architectes, en tout cas je l'espère, qui, grâce à la capacité de notre matériau béton, laissent au patrimoine mondial des œuvres pérennes, emblèmes de technologie, d'art et de culture, pour un cadre de vie commun, pour mieux vivre, mieux circuler et mieux protéger la planète. Le béton est plus que jamais un matériau plein d'avenir. Continuons ensemble dans une saine compétitivité équitable, à déployer ses attraits, à démontrer ses atouts et à promouvoir sa modularité, sa souplesse et son caractère pluriel. Merci à vous. On a beaucoup parlé de Boulogne de manière très positive à travers la façon dont Mireille Ingrez-Cereda nous a parlé de votre politique de logement et puis d'un point qui, ici, ne laisse personne insensible, le soin que vous mettez à utiliser le béton comme un véritable complice de votre politique d'habitat et de logement. Je vais demander peut-être à Jean-Yves Le Dreyff de conclure. Et puis, peut-être comme vous voulez. Frédéric Cuvillier. Bien, merci de me donner la parole après avoir été très honorablement et parfaitement représenté par Mireille Ingrez, qui a été d'ailleurs maire durant ma période au gouvernement.
C'est vrai que nous avons sur cette ville, qui est une ville extrêmement dense, un travail qui est un travail de reconstruction de la ville sur elle-même. Une ville qui fait appel à toutes les innovations. Et le béton fait partie de ces enjeux de modernité aussi, et également de cette nécessaire innovation. Et lorsque nous sommes dans une période où le bâtiment a besoin non seulement de beaucoup de mobilisation et d'innovation, alors il est important que nous puissions, puisque les chiffres sont tombés pour l'année 2014, relever l'année 2015 comme étant une année de défi. Je pense que nous ne pouvons pas rester, alors même que le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions, et notamment le dispositif Pinel, face à une situation qui serait celle du constat de moins de 300 000 mises en chantier de logements. Il faut une mobilisation de tous. Je crois que c'est le cas pour l'intervention privée, c'est le cas aussi des organismes de logement, quel que soit leur statut, et que, puisque le lien était fait avec les politiques d'innovation, la gestion des chantiers, notamment le numérique dans la construction, est un enjeu majeur. Nous avons la chance de recevoir pour l'année 2015 l'implantation du groupe Sopra, qui est un leader européen du numérique, et donc ce sera là aussi le défi de la ville intelligente. Et la ville intelligente, elle doit se faire à tout niveau. D'abord dans la façon et la conception de nouveaux quartiers, de reconstruction ou de construction pour les villes qui ont la chance d'avoir les espaces, le foncier, de pouvoir projeter. Et je pense que là, le choc des simplifications voulu par le président de la République doit trouver toute sa mesure. D'abord dans les procédures, mais aussi dans ce que votre industrie peut permettre en innovation. Mireille Ingré a certainement souligné les maisons passives que nous mettions en œuvre, le fait que nous puissions faire de petits laboratoires de ce que sera le logement de demain. Mais ces petits laboratoires, ils doivent amener à ce que nous ayons des procédures qui facilitent ce type de démarche. Et ce doit être vrai non seulement dans les grandes métropoles, mais aussi dans les villes moyennes. Et je crois beaucoup à la mobilisation des villes moyennes dans ce défi de 2015 pour la mise en chantier, pour la relance du logement. On le voit, il y a des initiatives, vous en êtes des acteurs, des initiatives nombreuses dans les territoires. Les territoires sont intelligents, les industriels sont intelligents, et nous avons une population qui mérite d'avoir, elle aussi, du logement intelligent. Voilà le grand défi de 2015. Nous en sommes à une période de vœux. Je sèche les vœux de Stéphane Le Foll pour venir vous saluer. Et donc, autant que cette perspective soit donnée, une perspective de confiance de tous les acteurs du logement. Nous en avons besoin, et nous avons surtout besoin de faire en sorte que les procédures soient le plus simples possible, que nous ayons aussi au niveau de l'État des guichets uniques d'instruction, que nous gagnions du temps sur les mises en chantier. Et à cette condition-là, nous pourrons répondre à ce qui est une attente majeure des Français. Merci beaucoup Frédéric Cuvillier. Jean-Yves Le Dreyffe, le mot de la fin. Merci Monsieur le Ministre. Je vais rebondir sur ce que vous disiez juste à l'instant, mobiliser. Je crois que nos intervenants dans les 2 tables rondes précédentes nous ont aussi indiqué qu'il était important de se mobiliser autour de certains thèmes. Alors parfois des thèmes aussi simples que, j'ai noté, trouver de la poésie. Ce qui peut paraître surprenant quand on parle du béton, mais au contraire, je crois qu'on est en plein dans le sujet. Et de manière un peu plus pragmatique, rechercher du confort ou favoriser le bien-être. Mais je crois que nos matériaux, nos solutions et la contribution que nous pouvons apporter à un logement durable, sain et de qualité, nous avons démontré ce matin que nos matériaux ont cette capacité. Et il est effectivement important que toute notre filière se mobilise. Alors, vous avez indiqué un autre concept qui nous est très important, qui est la territorialité. Je crois que ça s'est décliné aussi au travers notamment des interventions de ces 2 tables rondes, de notre position très diffuse dans le territoire, la proximité de nos matériaux et bien évidemment derrière les matériaux des hommes inscrits dans les territoires qui sont là pour développer le territoire et le développer avec leur propre valeur ajoutée. Je pense qu'il est très important aussi de rappeler un enjeu fort qui a été souligné ce matin, qui est que le béton a besoin de faire savoir toutes ses qualités. On a mis en évidence à plusieurs reprises que vous avez cité le terme bétonné. Bon, effectivement, ça reste dans le langage courant.
Je crois qu'on a cet effort important à développer encore plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Et là, je souhaiterais remercier à nouveau notamment les intervenants de la FIB et du SNBPE pour le travail que nous faisons ensemble au travers de la structure CIM Béton pour promouvoir les avantages des solutions constructives en béton et pour promouvoir toutes les qualités que les autres intervenants au cours des tables rondes ont su mettre en avant. Et je crois que si les professionnels sont convaincus, ce que j'ai pu entendre ce matin, que nos matériaux sont une solution durable d'inscription dans les territoires, de développement d'un logement de demain, il est important que cela soit entendu par les usagers et les propriétaires que nous pouvons être demain. Voilà tout ce que je peux souhaiter à notre filière cette année, en espérant qu'effectivement les statistiques que nous avons connues ce matin ne soient qu'un mauvais souvenir dès 2015 et que l'ensemble des mesures qui nous ont été présentées ce matin, notamment aussi par monsieur le directeur de la DHUP, contribuent à relancer notre secteur et c'est ce que je vous souhaite à tous. Je vous propose maintenant de passer à côté pour le déjeuner. Merci à vous. Merci.